Le thème, comment rédiger les statuts. Il y a à peu près 1 million de sociétés civiles en France, grosso modo, et le dirigeant, ils en ont pratiquement tous une, tous ou toutes une, mesdames. Voilà. Alors, on va voir on va voir la souplesse accordée par le Code civil, justement, pour accorder la rédaction des statuts aux objectifs du client. Il n'y a pas de bonne gestion de patrimoine si on n'a pas identifié les objectifs du client. Et on va voir que la société civile, c'est le syndrome souvent de la Ferrari rouge, ce que j'appelle. C'est-à-dire que quand je pose la question « Ah oui, pourquoi avez-vous une société civile ?» Bien souvent, je n'ai pas la réponse. Alors, on a créé souvent une société civile parce que le voisin en avait une. Bon, c'est bien. Mais on va voir que la société civile est l'outil patrimonial qui répond au plus grand nombre d'objectifs rencontrés, non seulement chez le dirigeant, mais au sein des familles, généralement. Et comment rédiger les statuts? Le Code civil est très souple. Donc, on dispose d'une très grande marge de manœuvre pour rédiger les statuts. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... On va voir comment rédiger les statuts de telle sorte que le dirigeant garde tous les pouvoirs s'il le souhaite. Quelle limite, jusqu'où on peut aller. Après, ce sera une question de curseur à voir avec votre client pour savoir où on place le curseur. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, on ne peut accroître les engagements d'un associé sans son consentement. Alors, c'est pour ça qu'il faut être le plus autocratique possible au moment de l'écriture, et surtout si les enfants sont mineurs. Je suis le représentant légal, parce qu'une fois qu'ils sont majeurs, ça va peut-être être difficile de les faire rentrer. Et puis quitte ensuite à lâcher du lest. L'objet social. L'objet social qui confère le caractère civil de la société. Je vais, au sein de l'objet social, préciser les motivations patrimoniales qui ont guidé à la création de la société. Pourquoi? Pour 2 raisons. 1. C'est une précaution, d'abord, fiscale. Plusieurs décisions de la Cour de cassation sont venues préciser que le but n'était pas exclusivement fiscal, puisqu'il était clairement inscrit dans les statuts la motivation patrimoniale. La deuxième raison, c'est que je vais aider le client à préciser ses objectifs. Pourquoi il veut créer une société? C'est la question la plus importante. Voici une proposition de rédaction. Alors, je me suis inspiré des décisions jurisprudentielles qui ont dit « Ah non, pas de qualification en abus de droit parce que motivation patrimoniale. » Donc, j'ai repris les motivations avancées par la Cour de cassation, à chaque fois. Voilà. Assurer la cohésion du patrimoine familial, organiser la transmission en mutualisant entre les associés les aléas des écarts de valorisation. Si je donne un immeuble à l'un, un vignoble à l'autre, il peut y avoir des écarts de valorisation. Quand c'est mutualisé au sein d'une société civile, je réduis les écarts de valorisation. Garder le contrôle de la société, préserver la cohésion familiale, vaincre l'éventuel refus de nu propriétaire à réaliser les gros travaux, au sens du 606 du Code civil, lorsqu'un immeuble est démembré, les grosses réparations sont à la charge de nu propriétaire. Mais, selon la jurisprudence constante, on ne peut pas, l'usufruitier ne peut pas contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux, même ceux au sens du 606 du Code civil. Donc, avec une société civile, j'ai réglé le problème. Maîtriser l'entrée de nouveaux associés, éviter les aléas d'une indivision, éviter l'action d'un créancier et d'un indivisaire. Voilà, vous voyez, donc très large. Voilà. Et ensuite, et voilà, optimiser la gestion du patrimoine par, et voici les clauses qu'on rencontre dans toutes les sociétés. Simplement, je prévois la mise à la disposition éventuellement du logement à un associé, et je prévois aussi le versement des sommes dans les comptes ouverts au nom des associés, les avances faites par la société aux associés. Contrôle du capital. Tout l'intérêt, c'est de garder le contrôle du capital. Donc, les clauses d'agrément, l'autorisation de retrait, l'agrément du cédant et du cessionnaire. Pensez aux deux. Et la clause d'exclusion d'un associé. Voilà comment je contrôle le capital.
Mais il faut l'avoir prévu, sauf clause contraire, nous dit le Code civil. Sinon, c'est l'accord unanime. Donc, la clause d'autorisation de retrait, refuser l'entrée de personnes indésirables, la clause d'agrément, exclure un associé, on le connaît bien celle-là, c'est la clause de rachat forcé. Rachat des parts, je propose de fixer dans les statuts les modalités et le prix de rachat des parts. Même si on a vu qu'en cas de désaccord, le juge a tout pouvoir pour désigner un expert, et l'expert a tout pouvoir pour décider de la valeur des parts. On ne pourra s'opposer à la décision de l'expert que si on prouve qu'il a commis une faute dans son évaluation. Contrôle du capital, empêcher un associé de se retirer, l'autorisation de retrait. Elle est donnée à la majorité des droits de vote. Voilà, donc c'est moi. Alors, ce retrait peut être également obtenu par juste motif par le juge. Ouais, ben, les justes motifs, je ne vous l'ai pas mis, la jurisprudence ici, mais il y en a une relativement récente. Elle est de 2008. La belle histoire. C'était, il y a 3 associés. Alors, il y avait un couple et soi-disant un ami. Gérance. Donc, c'est l'objet social qui définit les pouvoirs du gérant. Et toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à la majorité des droits de vote des associés. C'est lui qui va gérer les actifs, le gérant. Donc, c'est lui qui décide de l'importance du résultat qui peut être distribué. Distribué à qui? On va le voir. Et dans quelle proportion? Aux associés plein de propriétaires, ils ont droit. À l'usufruitier, il a bien droit aux dividendes, le fruit, ça c'est sûr. Et aux nus propriétaires, selon la jurisprudence. Alors la doctrine est divisée là-dessus. Hein. Qui a droit aux dividendes? Moi je m'en fiche de la doctrine. Moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est le client. Je ne peux pas lui donner des solutions basées sur la doctrine. Je ne peux lui proposer que des solutions basées sur la loi ou la jurisprudence quand elle est constante. Et j'attire son attention que, ça a été constant jusque-là, mais ça peut changer, non? Donc je vais fixer, comme la jurisprudence ne s'est pas prononcée sur la répartition du dividende entre l'usufruitier et le propriétaire, je vais régler le problème dans les statuts. Le gérant accomplit tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. Sinon, c'est l'unanimité des associés. Ben non, c'est la majorité des droits de vote. On l'a vu. Voilà ma philosophie. 1. Le gérant, il gère le patrimoine de la société, plus il remplit ses obligations légales, c'est votre interlocuteur. Et le reste, là, les associés. Les clauses d'agrément, les clauses de retrait. C'est surtout pas l'usufruitier. On l'a vu, l'usufruitier, pas de pouvoir. Donc l'entrée, les clauses d'agrément, l'exclusion, nomination du liquidateur, rémunération du gérant, compte courant, apport, rémunération. Et d'ailleurs, j'évite les conflits d'intérêts. C'est les associés qui décident de la rémunération du gérant. Bon, c'est moi, c'est la même personne, certes, mais c'est pas pareil. Décision collective, la consultation écrite, la majorité, éviter la majorité des associés, du capital, c'est tout ce que prévoit le Code civil, et je veux dire, tout à la majorité des droits de vote, sauf décision contraire, prise à la majorité des droits de vote. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et des voix exprimées. Alors, de la majorité des droits de vote de l'ensemble de la société. Attention au quorum. Je vous ai dit qu'il y a eu une erreur sur une SAS où les présidents fondateurs de la SAS se sont fait virer, faute d'une bonne rédaction statutaire sur la règle du quorum. Voilà, le voici. Et voilà, vous avez posé la question tout à l'heure, quelle répartition des pouvoirs et des droits économiques entre associés plein propriétaires, usufruitiers et nus propriétaires de parts sociales? Distinguer le pouvoir d'affecter le bénéfice. C'est l'usufruitier, c'est sûr. On ne peut pas le priver de ce droit, de cette prérogative essentielle, nous dit la Cour de cassation. Mais qui décide de la distribution du dividende? Rien n'est précisé. Aucune jurisprudence. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? On dit que c'est l'usufruitier. Mais imaginez en cas de conflit, les nus propriétaires. Non, on va le voir que logiquement, c'est le nu propriétaire, puisque l'usufruitier,
son seul pouvoir, c'est celui d'affecter le bénéfice. Donc tous les autres pouvoirs reviennent aux nus propriétaires, les enfants. Sauf pour la société anonyme. La société anonyme prévoit que, sauf clause contraire, c'est l'usufruitier qui a le pouvoir aux AGO et le nu propriétaire aux AGE. Donc c'est dans une société anonyme seulement, c'est l'usufruitier qui décide de distribuer ou pas. Mais pour toutes les autres formes de société, je suis désolé, c'est le nu propriétaire. Sauf clause contraire. Et qui va décider de la composition, même du dividende? Certains vous disent que c'est l'usufruitier et il a droit au report à nouveau. D'autres vous disent que le nu propriétaire a droit aux réserves, parce que ça a perdu le caractère de fruit, donc c'est devenu capital. Eh bien, vous oubliez tout ça. C'est pas vrai. On va voir que la Cour de cassation est constante pour dire que le fruit, le dividende, n'est qu'à partir de la décision prise en assemblée générale de distribuer le bénéfice sous forme de dividende. Et qu'avant cette décision-là, le bénéfice n'appartient à personne. Droit économique, qui a droit au dividende? L'usufruitier, c'est sûr. 582 du Code civil. Il a droit aux fruits, non? Donc au dividende. Ça, c'est sûr. Mais, la loi ne s'oppose pas à ce que ce soit le nu propriétaire qui mange le dividende. On l'a vu dans le dernier cas, donc la jurisprudence du 30 mars 2009, on va le voir. D'ailleurs, regardez la jurisprudence, selon la jurisprudence, souvenez-vous que c'est constant, la qualité d'associé est reconnue au nu propriétaire. Seul au nu propriétaire, l'usufruitier n'a pas cette qualité-là. Or, 1. La société est instituée en vue de partager le bénéfice entre associés nus propriétaires. 2. Toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés nus propriétaires. 3. La part de chaque associé nu propriétaire dans les bénéfices et ses contributions aux pertes à proportion de ce capital social. 4. La stipulation excluant un associé nu propriétaire de tout droit au bénéfice est réputée non écrite. Vous voyez bien que le nu propriétaire, il a droit aussi à une partie du dividende. Et la jurisprudence ne dit rien. Donc, pour éviter les attaques des nus propriétaires, c'est de leur distribuer un petit peu chaque année. Voilà. S'ils sont même mineurs, hein, je mets un petit peu en compte courant. Précaution. Le bénéfice n'appartient pas à l'usufruitier. Il a seulement le pouvoir de l'affecter. Et donc voici l'arrêt du 31 mars 2009. C'est la SAS qui, Assemblée générale ordinaire, décide d'affecter la quasi-totalité des bénéfices en réserve. AGE suivante, distribution de la quasi-intégralité des réserves aux nus propriétaires sous forme de dividendes. Réaction de l'administration fiscale. Mais comment? Vous transmettez ainsi un patrimoine en franchise de droit de mutation. Il n'y a pas de droit de mutation. Donc, elle a voulu qualifier l'opération de donation indirecte taxable. Et la Cour de cassation nous dit qu'il ne peut pas y avoir donation. L'usufruitier, pour qu'il y ait une donation, il faut remplir 3 conditions. 1, l'intention libérale. 2, peut-être qu'elle est réunie là. 2, un appauvrissement du donateur. 3, un enrichissement du gratifié. Il n'y a pas d'appauvrissement du donateur parce que le bénéfice n'appartient pas à l'usufruitier. Encore faut-il, pour s'appauvrir, que la personne, le donateur, ait la propriété du bien. Et ici, comme le bénéfice n'appartient pas à l'usufruitier, le fait d'affecter ne constitue pas une donation. Donc pas taxable. Alors, je vous propose. Donc, hein, c'est là. Perte. Ah, un inconvénient, me dit-on, de la société civile. Oui, bah, les pertes, oui, on est indéfiniment responsable, mais non solidairement. Comme si je gérais finalement mon propre patrimoine privé, non, pas plus, ni moins. Et ici, je limite donc la responsabilité de l'enfant mineur par une clause, hein, ici. Et je prévois aussi que les associés pourront être appelés à contribuer aux pertes au cours de la vie sociale, hein, puisque selon la Cour de cassation, une jurisprudence relativement ancienne, l'obligation de contribuer aux pertes ne s'applique qu'au moment de la dissolution. Donc le fait d'affecter par exemple des pertes en compte courant, c'est illégal.
sauf disposition statutaire contraire.